Donc, tout d'abord, on commence par définir la maladie. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui va toucher la jonction neuromusculaire, c'est-à-dire la connexion entre les nerfs et les muscles. Elle est d'origine auto-immune, et puis il y a différentes formes que je vais vous parler aujourd'hui, en fait, selon les anticorps qui sont dirigés vers des composantes de la membrane postsynaptique de la jonction. Donc, par exemple, un des anticorps, c'est le antirécepteur acétylcholine que vous voyez en rouge. Il va agir en bloquant en fait les récepteurs d'acétylcholine, mais aussi en mettant en place toute une cascade inflammatoire qui va finir par endommager tous ces éléments de la membrane postsynaptique. Les récepteurs anti-musc, par exemple, qui vous voyez en vert, ils vont bloquer d'autres protéines aussi qui sont essentielles pour les fonctionnements de la jonction neuromusculaire. Il va finir par effectuer une réduction en fait, de la densité des récepteurs d'acétylcholine aussi. Donc vous voyez, c'est extrêmement compliqué, et puis tous ces anticorps-là, il va donner un petit peu des phénotypes différents, donc je vais vous parler tout à l'heure. En gros, cette maladie, elle va provoquer une faiblesse musculaire, notamment les muscles volontaires, c'est-à-dire les muscles squelettiques, pas les muscles lisses des intestins ou cardiaques, etc. Ça, c'est les symptômes cardinaux. La faiblesse, la fatigue, la fatigabilité. Donc, c'est une faiblesse qui a une caractéristique, c'est une faiblesse qui fluctue, qui va s'aggraver à l'effort, s'améliorer avec le repos, et puis elle va être davantage très prononcée les soirs. Souvent, les patients disent que les matins, ça va encore, même s'ils sont peut-être pas en situation optimale. C'est les soirs où ça devient beaucoup plus compliqué en termes de fatigue de ces muscles. Donc, la présentation, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez un petit peu toutes les études épidémiologiques, c'est-à-dire quel est le nombre des patients qu'on voit par année, quelle est la distribution en termes de sexe, en termes d'ethnie, ils sont extrêmement rares avant les années 80. Donc, vous voyez en vert des études qui sont essentiellement dans les pays du Nord et puis les États-Unis. Ça augmente à partir des années 80, et puis à partir des années 2000, donc les dernières 20 ans, on commence vraiment à s'intéresser à cette pathologie, en fait. Ça, c'est un point avantageux pour nous tous. Donc, quelle est la prévalence? Vous voyez, ça reste une maladie rare, hein, c'est pour ça qu'on est ici, entre 100 et 350 par 1 million de personnes. L'incidence, elle va varier, en fait, selon la cohorte étudiée. Par exemple, on voyait que c'était plus augmenté chez des femmes afro-américaines quand on comparait dans la même cohorte par rapport aux hommes afro-américains et des hommes caucasiens. Et les taux de mortalité, ça c'est vraiment des données qui sont plutôt anciennes, parce que maintenant on arrive en fait à diagnostiquer beaucoup plus tôt la maladie. Donc les complications en termes de crise myasthénique, donc je vais vous parler plus tard, ils sont moins fréquents qu'auparavant. On n'a pas des chiffres pour la Suisse, ça c'est des chiffres plutôt mondiaux en fait. Donc par la suite, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut classifier cette myasthénie. Donc selon l'âge des débuts des symptômes, selon les phénotypes cliniques, est-ce que c'est une myasthénie de présentation oculaire ou généralisée, selon les types d'auto-anticorps, comme je vous ai montré dans la toute première diapositive, et selon si on trouve une anomalie thymique. Donc, les thymus, c'est une glande qu'on a à la naissance, en fait, qui est justement responsable d'une production du système, des systèmes immunitaires chez les enfants, et qui va régresser avec l'âge. Donc, à l'âge adulte, on n'est plus censé d'avoir cette glande avec nous. Alors, en ce qui concerne l'âge, il y a cette étude qui a montré qu'on a effectivement une distribution plutôt bimodale, c'est-à-dire, ça attend les femmes qui sont plus jeunes. Vous voyez, ça c'est la tranche d'âge entre 20 et 30 ans. Ça, c'est les couleurs différentes, c'est des différentes études qui ont été effectuées depuis les années 60. Mais on voit quand même qu'il y a un pic chez les jeunes femmes, et puis chez les hommes entre 50 et 80 ans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle début précoce, moins de 50 ans, début tardif, entre 50 et 80 ans. Mais il n'y a pas que ces deux groupes-là. On a aussi la myasthénie juvénile, qui, par définition, c'est celle qui apparaît avant l'âge des 18 ans. Et par exemple, dans cette publication-là, on voit ces traits bleus-là, une augmentation un peu plus, une incidence plus augmentée dans les pays asiatiques.
Une quatrième catégorie, c'est ce qu'on appelle des débuts très tardifs, au-delà des 80 ans. Et ça, effectivement, avant, on parlait très, très peu. Et maintenant, on sait effectivement que c'est quelque chose des fréquents, quoi. Donc, on les classifie selon les phénotypes cliniques. On a la myasthénie oculaire, donc il y a une chute, une ptosis, une chute de la paupière, qui est souvent asymétrique. Il y a une paupière plus que l'autre. Et puis, une vision double qui fluctue. Cette chute de la paupière, cette ptosis, il peut fluctuer. Donc, par exemple, comme on disait tout à l'heure, les matins, les patients, ils se réveillent avec les yeux grands ouverts et ça chute au fur et à mesure de la journée. Ou bien, il y a des patients qui ont ces chutes des paupières qui est fixe et qui ne fluctuent pas. Entre 15 et 20% des patients, ils vont rester sous ces formes-là, oculaires pures. Mais il faut savoir que dans toutes les myasthénies, que ce soit oculaires ou généralisées, ça correspond quand même à 85% des plaintes débutantes, en fait, les plaintes visuelles. Et il y a 50% de ces patients-là qui vont passer vers une forme généralisée à 2 ans. Et je vais vous montrer qui est ces groupes qui est plus à risque, en fait, d'avoir cette généralisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire myasthénie généralisée? Donc, comme on disait, en fait, la myasthénie touche tous les muscles, en fait, volontaires. Donc, il y aura, comme dans la myasthénie oculaire, les plaintes visuelles, mais aussi des problèmes des déglutitions, des problèmes pour prononcer les paroles, pour parler, des problèmes de la phonation. Une tête tombante, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement fréquent, mais qui répond bien au traitement. Des troubles de la mastication, les gens ils disent que par exemple au bout d'un moment, après mâcher un bon morceau de viande, je l'ai dit en tant que carnivore moi-même, ils vont quand même se fatiguer et puis ils vont pas arriver à mâcher correctement. Des troubles de la déglutition et puis la chose qui effectivement est plus inquiétante, c'est des troubles respiratoires. Donc, cette étude récente qui date de l'année passée, ils ont fait un suivi sur 10 ans de ces patients. Et puis, on regarde qui sont les patients qui vont se généraliser d'une forme oculaire à une forme généralisée, disons. Donc, on voit que la plupart des patients, les plus gros risques, ils se trouvent dans les 3 premières années. Mais il y en a quand même des patients qu'au bout des 10 ans peuvent passer à une forme généralisée. On calcule à peu près 30% sur 10 ans. Qui est les groupes qui est plus à risque? Donc, les patients qui présentent des anticorps antirécepteurs acétylcholine, les patients qui sont un examen électroneuromyographique qui est pathologique, donc ça veut dire la stimulation répétitive ou l'EMG fibrinique que Dr Épinay va vous présenter plus tard. L'âge, ça c'est débattu. Est-ce que c'est un facteur à risque ou pas? Il y a plusieurs études qui disent oui, d'autres disent plutôt pas. Et puis, la présence d'un thymome, donc un cancer du thymus. Ça, c'est des facteurs de risque pour des généralisations. Après, en ce qui concerne la sévérité de la présentation clinique, la Fondation d'Amérique en fait, de la myasthénie a classé sur 5 types de sévérité. Les 1, ça serait les formes oculaires pures, ce qu'on vient de décrire tout à l'heure, et puis entre 2 et 5, c'est toutes les formes généralisées. La 5e, c'est effectivement des patients qui ont extrêmement des problèmes respiratoires, qui vont finir par être intubés et aux soins intensifs. Et entre deux, on a les différents degrés de sévérité. Donc justement, un petit aparté pour la crise myasthénique. Dr Estiodin va parler des traitements plus classiques, donc du coup, je pense que c'est important d'intégrer ces concepts, en fait. Ça correspond effectivement à ces groupes 5, en fait, dans la classification de MGFA. C'est une aggravation clinique qui va mettre en jeu les pronostics vitaux, en fait. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, ces patients-là, ils vont nécessiter d'une assistance respiratoire. On dit qu'environ 15 à 20% des patients atteints d'une myasthénie généralisée vont avoir une crise myasthénique. Parfois, c'est même la forme dont la maladie débute. Et puis, il y a une incidence annuelle de 2,5%. Il y a quand même des facteurs favorisants, comme les infections, les traumas, la chirurgie, et encore, très important, certains médicaments. Donc, il y a des médicaments qui sont quand même contre-indiqués dans cette maladie. Vous pouvez scanner ces codes QR, en fait, qui va vous adresser vers la liste des médicaments qui sont contre-indiqués dans la Foundation of America. Et puis, donc, il y a des médicaments qui vont agir directement au niveau de la transmission neuromusculaire, comme les antibiotiques, et ça, c'est très important
que vous gardez cette liste avec vous, que vous mentionnez à votre médecin traitant, parce que par exemple, ça peut arriver que ces patients, ils sont un rhume ou ils sont une pneumonie compliquée. Les médecins en charge des urgences, ils ne savent pas qu'il y a la myasthénie, ils prescrivent ces médicaments, et voilà, ça va malheureusement finir en une complication de la maladie neurologique. Il y a certains médicaments cardiovasculaires, certains médicaments qu'on utilise en fait en psychiatrie et neurologie, et évidemment plusieurs anesthésiques aussi. Donc, s'il y a une chirurgie que les patients doivent subir, les anesthésistes doivent aussi savoir que ces patients ont la maladie. Puis il y a d'autres traitements qui vont agir au niveau de la réponse immune, voilà, comme les antibiotiques, interféron. Enfin, ça c'est plus des cas anecdotiques pour quelques-uns. Autre forme déclassifiée, comme on disait tout à l'heure, c'est selon la forme d'anticorps. Ça, c'est une très vieille diapositive, en fait. Ça commence à dater d'un des spécialistes, en fait, qui se trouve en Norvège. Et puis, donc, vous allez certainement la revoir dans plusieurs présentations. Les anticorps antirécepteurs acétylcholine, anti-masques, et puis LRP4 et les séronégatifs. Du coup, les anticorps antirécepteurs acétylcholine, c'est quand même la forme la plus prévalente. Toutes les autres, ça varie vraiment selon les cohortes. Donc, vous allez trouver que les masques, ils sont 4%. Il y a d'autres cohortes où c'est même plus marqué, surtout chez des femmes afro-américaines. Les LRP4, voilà, aussi, il y a même des cohortes qui donnent des chiffres entre 2 et 30%. Et puis la myasthénie séronégative. Donc, ça veut dire chez qui on trouve aucun de ces anticorps en fait dans la prise de sang, mais on en est sûr par les biais des autres éléments diagnostiques qu'il s'agit bel et bien d'une myasthénie. Alors, comment ça se présente selon l'anticorps en fait qui caractérise cette maladie? Donc, dans cet article-là, vous voyez, selon la classification MGFA dont je vous ai montré tout à l'heure, les 1 étant les formes oculaires, les 5 les patients plus sévères qui vont être hospitalisés aux soins intensifs pour des problèmes respiratoires, vous voyez quand même que les masques, il y a quand même plus de probabilités en fait d'avoir des crises myasthéniques en fait. Donc, ils doivent être bien traités pour éviter justement ces complications-là. Un peu moins fréquentes dans les formes séronégatives et les anticorps antirécepteurs acétylcholine. Je ne vous ai pas parlé dans cette cohorte-là de l'LRP4, parce qu'ils n'avaient pas étudié ça, mais dans cette étude-là, qui est apparue, qui a été publiée il y a 3 ans, ils ont comparé les formes séronégatives avec les formes LRP4. Donc ici, vous voyez, ils comparent en fait quelle était la sévérité plus marquée parmi les deux cohortes. Ils ont inclus des patients entre la classe 3 et la classe 5. Et quand même, l'LRP4, ils étaient plus touchés en fait que les formes séronégatives. Donc, on va parler de ces deux formes-là, les anti-masques et les anti-LRP4. Les formes séronégatives, sur la présentation clinique, ils se ressemblent énormément aux formes anti-récepteurs acétylcholine. Donc, les anti-masques, ils sont assez caractéristiques et très différents de toutes les autres formes de myasthénie, en fait, parce qu'il y aura vraiment une prédominance au niveau orofacial, en fait, bulbaire, trouble de la déglutition, vision double, trouble de la phonation. Et la faiblesse qu'on trouve dans les autres formes, en fait, ça sera beaucoup moins sévère dans les extrémités que dans les autres formes de myasthénie. En ce qui concerne les LRP4, c'est des présentations relativement similaires, donc des myasthénies généralisées et classiques avec des faiblesses des extrémités et toute l'autre cohorte des symptômes en fait. En termes de sévérité, comme on disait tout à l'heure, les crises myasthéniques sont quand même fréquentes. Pour les LRP4, on voyait tout à l'heure que c'est quand même plus fréquente que les formes séronégatives. Tous les deux, ça va toucher les femmes, tous les deux des femmes jeunes, l'antimasque plus jeune que les LRP4. Les anti-masques, il y a plusieurs études qui ont montré sur les bassins méditerranéens une prévalence. Et puis, pour les LRP4, c'est un peu plus contradictoire. Est-ce que c'était plus fréquent chez les populations asiatiques? Bref, il n'y a pas vraiment des données concluantes là-dessus. Et on va discuter plus tard, parce que pourquoi c'est important d'avoir la caractéristique? Parce que, par exemple, les formes anti-masques ne vont pas répondre au traitement de la même façon que les formes anti-RAC, en fait. Et ça, on va vous montrer, on va parler plus tard. Les LRP4, oui, ils peuvent être sévères au début de la maladie, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils répondent en général bien
aux immunosuppresseurs classiques qu'on utilise pour les formes anti-RAC. La quatrième et dernière classification, vous m'arrêtez si je dépasse mon temps, c'est selon ce qu'on trouve au niveau du scanner thoracique, en fait. Donc, les formes masques dont on parlait tout à l'heure, ils ne sont pas du tout des pathologies thymiques, comme les LRP4. C'est que les formes anti-RAC qu'on va trouver des anomalies. Soit une glande qui a augmenté de taille, donc hyperplasie, soit une glande qui est plus petite, ou un thymome. Donc, dans ces cas-là, on bascule sur une forme paranéoplastique, en fait, de la myasthénie. En ce qui concerne les formes séronégatives et oculaires, il n'y a pas vraiment des données concluantes. Ce qu'on trouve, c'est effectivement très variable. Un petit mot sur différents contextes cliniques. Donc, voilà, pour la myasthénie juvénile, je vous montre dans cette étude, ils sont faits... ils ont regardé la fréquence en termes de prévalence pour la forme oculaire en noir et puis généralisée en blanc. Et comme vous voyez, les plus jeunes, donc entre 1 et 5 ans, ils présentent plus de formes oculaires pures, en fait, alors que ceux qui sont préadolescents, disons, ils ressemblent plus aux formes adultes. Il y a quand même des sous-types de ces populations de jeunes, surtout chez les Asiatiques et les patientes originaires de l'Afrique, qui sont assez résistants au traitement sur la forme oculaire, mais pas sur la forme généralisée. Et puis aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 10% de ces patients qui sont quand même une rémission spontanée de la maladie. Une autre question brûlante, c'est aussi pour la masthénie et la grossesse, en fait. Pareil, il y a des données assez variables, donc on sait donc vous voyez, c'est entre 9 et 50% des femmes qui peuvent s'aggraver, 20 et 30% qui s'améliorent, et puis, à vrai dire, ce qu'on voit, nous, les plus souvent, c'est des patients qui restent stables, en fait. Alors, qui va s'aggraver? C'est quand même plus fréquent dans les premiers trimestres et en postpartum. Et puis, ça, c'est très important. Les patients qui sont plus stables, c'est ceux qui ont une maladie qui est bien contrôlée, d'où l'importance de mettre une thérapie adéquate pour chaque patient. La question aussi qui nous pose souvent, est-ce qu'il y a plus de risques si les patientes ils subissent un accouchement par voie basse, du fait que c'est quand même un travail assez intense pour le corps, mais il n'y a pas vraiment de différence entre les deux techniques en termes de complications de la maladie neurologique. Un petit mot sur la myasthénie et des autres maladies. Donc, on sait très bien que c'est associé à d'autres pathologies auto-immunes. Les pourcentages des cas, il est extrêmement variable. Et la maladie de loin la plus souvent associée, c'est des pathologies de la thyroïde. Aussi, l'arthrite rhumatoïde. Et puis, voilà, pour les autres maladies associées, ils sont nettement moins fréquentes. S'il vous plaît, gardez en tête que c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Ça, il y a des données assez variables là-dessus sur les risques oncologiques. Donc oui, pour les thymomes, on connaît. Et puis surtout, et je vais vous montrer dans la diapositive d'après, les patients qui ont un thymome et une myasthénie ont plus de risques en fait d'avoir d'autres pathologies oncologiques en fait. Dans cette publication, on compare en fait des patients qui ont des maladies à début précoce, des maladies à début tardif et des maladies dans les cadres du thymome. Et puis en général, ceux qui ont plus à risque, en fait, en excluant les thymomes d'avoir des pathologies oncologiques, c'est les hommes plus âgés. Après, est-ce que c'est une coïncidence parce que c'est en général plus pendant l'âge avancé qu'on trouve des pathologies oncologiques? Ça, c'est difficile à dire. Voilà, donc pour finir, donc comme vous avez vu, la myasthénie grave est une maladie qui a une présentation clinique qui est extrêmement hétérogène et que ça va dépendre de l'auto-anticorps impliqué, d'où l'importance de toujours tester ces anticorps. Les données épidémiologiques, elles sont malheureusement limitées. Ça a augmenté, hein. On a beaucoup plus d'études qu'avant. Il y a des registres qui sont en train d'être créés en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis évidemment. Donc, c'est extrêmement important et très enrichissant toutes les informations qu'on peut obtenir de ces registres médicaux. Et puis, c'est très, très important en fait de conscientiser les corps médicaux dans la neurologie, hors neurologie et les patients sur ce que ça implique pour cette maladie, comment elle se présente, afin d'améliorer les détections précoces, de les traiter correctement et puis de réduire les risques en termes de morbimortalité.
Vous pouvez scanner, là vous trouvez toutes les références que j'ai utilisées en fait pour cette présentation, et vous avez aussi mes coordonnées au cas où vous avez des questions supplémentaires. Sinon, voilà, je suis à disposition